Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2025 de Sur un air de RH, votre podcast destiné aux professionnels des ressources humaines et des dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Pauline Correa et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Pour commencer l'année, je vous propose d'explorer les tendances RH qui devraient rythmer 2025. La décennie qui vient de s'écouler n'a pas été de tout repos pour les professionnels des ressources humaines. Ces dernières années ont été marquées par l'accélération des innovations technologiques, mais aussi par des bouleversements du marché du travail. Entre montée de l'intelligence artificielle, nouveaux modes de travail et évolution des attentes aussi bien du côté des candidats que des collaborateurs, les défis n'ont pas manqué. Alors, quels seront les challenges et opportunités qui façonneront le quotidien des entreprises cette année ? Pour y répondre, à mes côtés aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Lajouani, rédactrice spécialisée notamment sur des sujets RH. Elle va nous partager ses analyses sur les grandes évolutions à venir, de l'essor de l'intelligence artificielle à l'importance croissante de la marque employeur, sans oublier bien sûr la place centrale accordée au bien-être et à la santé mentale des collaborateurs. Alors installez-vous confortablement et décryptons ensemble les enjeux et mutations du monde des RH de demain. C'est parti! Bonjour Adeline. Bonjour Pauline. Alors pour commencer, je vous propose d'aborder un sujet qui n'est pas des moindres, celui du recrutement. Les formes des travails évoluent, ce qui impacte également les missions de recrutement. Quels sont les nouveaux besoins des entreprises? Alors effectivement, le recrutement devrait rester au cœur des tendances RH pour 2025. Mais les besoins des entreprises vont très certainement évoluer. On a déjà vu en 2024 une montée de ce qu'on appelle le micro-recrutement. Les entreprises recherchent de plus en plus de talents pour des missions courtes, ponctuelles, réduisant l'importance des contrats. Les freelances et indépendants, ils deviennent essentiels en 2024 et encore plus en 2025, notamment dans les secteurs créatifs, numériques et techniques. Donc en 2025, les recruteurs ils vont devoir ajuster leur méthode pour évaluer ces profils et gérer des contrats courts. L'objectif va être donc de trouver des candidats capables de répondre rapidement aux besoins immédiats avec une grande autonomie. Alors, ces besoins en micro-recrutement et missions courtes m'amènent à aborder l'importance des compétences et des soft skills. Dans de nombreux secteurs d'activité, l'essor du recrutement basé sur les compétences commence à faire beaucoup d'ombre à l'approche plus traditionnelle axée sur les diplômes et l'expérience. Pourquoi cette tendance émerge et vers quel processus d'évaluation concret on peut se tourner maintenant pour tester ces compétences justement? Bah, en effet, en 2025, les soft skills, elles devraient continuer à prendre de l'importance, avec une priorité sur les compétences transférables. Les compétences transférables, c'est celles qui permettent aux employés de s'adapter rapidement aux nouvelles tâches et au nouveau contexte. Alors, les recruteurs, ils mettent de plus en plus l'accent sur les compétences douces, donc les soft skills, dans leurs annonces, et de moins en moins sur les diplômes. Il y a un chiffre qui parle de lui-même, c'est celui qui est issu de la dernière étude du Hiring Lab d'Indeed. Depuis le début de 2024, 61,7% des offres d'emploi n'ont pas du tout spécifié un niveau de diplôme. Il y a une autre grosse tendance du recrutement, c'est la gamification. Dans les processus, dans l'évaluation des candidats, et ça, il va falloir vraiment en prendre compte dans le recrutement. Par exemple, les recruteurs, ils utilisent de plus en plus des simulations interactives, des jeux d'entreprise, des exercices gamifiés. Le but, c'est de mieux cerner les soft skills et de booster l'engagement des candidats dans des situations très concrètes. D'accord. Donc, vous évoquez le sujet de la gamification. J'en profite pour faire le lien avec l'impact des technologies et plus particulièrement de l'intelligence artificielle sur les fonctions RH. Est-ce qu'en 2025, on peut s'attendre à un rôle encore plus important de l'IA au service du recrutement? Alors bien entendu, l'IA, elle va être plus importante que jamais en 2025. Elle va continuer à aider à optimiser le tri des candidatures en automatisant l'analyse des CV. Et ça va permettre de rendre le processus plus rapide et plus pertinent. Il y a des outils avancés qui vont aider à identifier les profils plus adaptés. Ça va permettre aussi d'évaluer la compatibilité avec le poste et aussi la compatibilité avec l'équipe. En plus, les entretiens prédictifs qui sont de plus en plus à la mode vont très certainement associer tests de compétences et analyse comportementale. Et ces processus, ils devraient réduire les erreurs de recrutement. Toutefois, j'aimerais souligner que l'aspect humain va rester essentiel. L'intelligence artificielle, elle doit soutenir les recruteurs et les recruteuses, mais elle ne peut pas remplacer l'interaction directe.
Elle va valoriser pleinement la personnalité des candidats si on mixe à la fois IA et humain. Alors en effet, c'est un point très important que, vous soulevez, en parlant de l'humain. C'est un des enjeux forts des professionnels des ressources humaines en 2025, qui va être de réconcilier la technologie et l'humanité dans le recrutement. Qu'en est-il du rôle de la marque employeur? Est-ce que les attentes des candidats sont toujours, aussi fortes? Alors oui, la marque employeur, elle jouera toujours un rôle, central, hein, pour attirer, les meilleurs talents en 2025. Les candidats, ils recherchent de plus en plus des entreprises alignées avec leurs valeurs, mettant en avant des engagements clairs comme, par exemple, la diversité ou la flexibilité, qui sont très importants pour les candidats. La clé, en fait, c'est de combiner la réactivité, les entretiens centrés sur l'humain et la transparence sur la culture d'entreprise. Il faut valoriser les actions concrètes, l'authenticité, ça permet de renforcer la confiance et l'engagement des futurs collaborateurs. Concrètement, comment ça se passe? Il faudra en 2025 aussi penser à répondre aux attentes en termes de recrutement. Par exemple, les processus sont encore beaucoup trop longs avec une moyenne actuelle de 32 jours et c'est le double du temps souhaité par les candidats. Alors tout ça, il va falloir y faire attention pour bien valoriser la marque employeur. OK, donc sans grande surprise finalement, le recrutement et ses process restent donc au cœur, des sujets RH en 2025. On note tout de même l'émergence de nouvelles, pratiques et la montée de l'IA a pour objectif de les aider dans cette mission. Est-ce que c'est aussi le cas pour la gestion de la paie? Est-ce que le recours à l'IA a ou aura le même succès pour la gestion de la paie? Alors absolument, hein, l'IA transforme depuis des années la gestion de la paix et ça va continuer. En 2025, l'automatisation devrait atteindre un niveau inédit. On s'attend à vraiment une croissance de l'IA qui va réduire les tâches répétitives comme la saisie des éléments variables et les déclarations sociales. Des contrôles renforcés vont également détecter automatiquement les anomalies, ça va minimiser les risques d'erreur et ça va faciliter le travail des gestionnaires. Par ailleurs, il y a une autre grosse tendance avec les nouvelles technologies et la gestion de la paix, c'est les espaces personnels sécurisés qui permettent aux salariés d'accéder à leur bulletin de salaire, de gérer leurs congés. Ils peuvent également modifier toutes leurs informations personnelles en toute autonomie. Et ça, c'est une tendance forte qui va être vraiment développée en 2025. Et enfin, la digitalisation, elle va améliorer la transparence et l'implication des collaborateurs dans leur gestion administrative. Du coup, l'IA pour la gestion de la paix, pourquoi elle va être augmentée? Parce que ça n'a que des avantages. D'accord, donc on reste donc davantage sur des tâches d'automatisation pour la paie. Alors, difficile de parler de la paie sans évoquer l'importance de la maîtrise des évolutions réglementaires, qui ne sont pas toujours évidentes à suivre d'ailleurs. Les règles régissant la gestion de la paie évoluent constamment et d'autant plus ces dernières années avec de nombreuses réformes et notamment concernant les cotisations sociales. Vers quelles solutions concrètement peuvent se tourner les RH pour les aider dans cette mission? Alors c'est vrai que dans le domaine de la paix, c'est nécessaire et c'est très important de toujours trouver de nouveaux outils pour se mettre à jour. Alors on le sait, face à l'évolution constante des règles en matière de paix, les équipes RH, elles doivent redoubler de vigilance. Par exemple, la récente réforme sur les congés payés pendant un arrêt maladie, issu du droit européen, elle illustre bien ces défis. Désormais, un arrêt maladie n'interrompt plus l'acquisition des congés, impactant directement les pratiques des entreprises. Donc pour rester conformes, les gestionnaires de paix doivent adopter une veille sociale rigoureuse en consultant des revues spécialisées et en suivant des webinaires, en participant à des formations continues. D'ailleurs, aux éditions de Tissot, il me semble que vous êtes spécialisé en droit du travail et droit social, et la veille réglementaire fait partie de vos solutions. Tout à fait. Les, Merci de le souligner. les gestionnaires de paie peuvent également utiliser des logiciels de gestion de paie qui offrent des mises à jour automatiques des taux qui offrent également des mises à jour des réglementations. Ces outils, ils permettent tous non seulement de réduire le risque d'erreur, mais ils permettent aussi de garantir une adaptation rapide aux nouvelles obligations légales. Donc un suivi proactif, des solutions adaptées, ça va être clé en 2025 pour sécuriser la gestion de la paix. Et surtout, ça va être clé pour protéger l'entreprise face au risque de non-conformité. Merci Adeline pour ce focus sur la paix. Autre que sujet que je vous propose d'aborder maintenant, qui Mhm. se place comme élément central des stratégies RH et aussi plus globalement de l'entreprise,
On a évoqué en début de podcast l'importance des compétences dans les nouvelles approches du recrutement. Mais il n'y a pas forcément besoin de recruter quand l'entreprise mise sur la formation et l'apprentissage de ses collaborateurs. Alors j'imagine que la formation professionnelle connaît également des évolutions. Elle est aussi influencée par les transformations technologiques, les nouvelles attentes du marché du travail et les changements sociétaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les grandes tendances et les nouveautés qui touchent ce secteur de la formation? Alors tout à fait. Donc la formation professionnelle, elle va également évoluer avec l'intelligence artificielle, les technologies immersives, comme par exemple la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui ont déjà révolutionné l'apprentissage l'année dernière et qui vont le faire encore plus cette année, en permettant des parcours personnalisés, des simulations réalistes. Et ça, c'est particulièrement utile dans les métiers techniques. En parallèle, on a aussi l'apprentissage hybride. Ça combine présentiel et distanciel. Et il y a aussi l'alternance qui associe théorie et pratique. Et ces deux process, ils gagnent du terrain pour répondre aux besoins de flexibilité et de compétences terrain. Au-delà de tous ces savoir-faire techniques, les entreprises, elles valorisent, on l'a vu, de plus en plus les soft skills, donc, comme dans le recrutement. Et parmi elles, les plus appréciées restent l'adaptabilité, la gestion du stress et la pensée critique. Des compétences comportementales qui vont être de plus en plus intégrées au programme de formation à travers des ateliers collaboratifs, des jeux de rôle et des expériences immersives. Donc on le voit ici, la gamification, elle est présente dans le recrutement, mais aussi dans la formation. Et toutes ces évolutions, elles vont rendre la formation plus complète, plus engageante et surtout plus adaptée aux réalités professionnelles de 2025. D'accord. Donc il y a un format qu'on n'a pas encore abordé, et qui émerge complètement, c'est celui, du système du micro-learning et des micro-certifications qui séduit d'ailleurs beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'est? Oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors le micro-learning, c'est tout simplement des formations ultra courtes, ultra ciblées, qui sont conçues pour apprendre vite et efficacement. Concrètement, le micro-learning, ça propose des modules de quelques minutes disponibles à la demande qui se concentrent sur une seule compétence précise. Et pourquoi est-ce que ça plaît autant? Quels sont ses avantages? Alors, le micro-learning, c'est pratique, c'est flexible, c'est concret, c'est utile, c'est axé sur une compétence immédiatement applicable. Et enfin, c'est reconnu par les employeurs parce qu'il y a des micro-certifications qui valident ces savoir-faire concrets. Et ces micro-certifications, elles sont très appréciées sur le marché du travail. D'accord, donc la formation, professionnelle, dans les prochains mois, voire années, s'annonce, résolument, tournée davantage vers l'innovation et même sur la personnalisation. Ces tendances ont tendance à répondre non seulement aux besoins des employeurs d'adapter les compétences, à un monde en mutation rapide, mais aussi aux attentes des salariés qui aspirent à des parcours de développement à la fois, flexibles et valorisants. Mhm. Je vous propose d'aborder maintenant un autre sujet phare de l'entreprise qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années, c'est celui de la QVCT. Bien-être au travail, espace de travail, expérience collaborateur, il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur la QVCT. Quels sont les principaux points sur lesquels on peut agir concrètement dans une démarche d'amélioration? Alors, pour améliorer concrètement la QVCT dans les années à venir, il y a deux leviers majeurs qui se démarquent dès maintenant. C'est le travail sur la santé mentale et le travail sur la déconnexion numérique. Alors, prioriser la santé mentale, pardon, c'est aller au-delà des campagnes ponctuelles, en proposant des actions durables comme la présence de psychologues en entreprise ou des programmes de sensibilisation assez réguliers. En parallèle, la déconnexion numérique, elle devient vraiment essentielle. Il y a des politiques claires qui doivent vraiment garantir des plages horaires sans sollicitation professionnelle. Et il va falloir, encore plus en 2025, respecter les temps de repos et la vie personnelle des collaborateurs. Ces initiatives, elles vont permettre de réduire le stress, d'améliorer la productivité, de renforcer l'attractivité de l'entreprise. Et c'est un vrai besoin des collaborateurs. D'accord. Et est-ce que le management n'a pas un rôle essentiel à jouer dans ces missions de Alors, QVCT justement? si, tout à fait, oui. Le management, c'est vraiment, il est vraiment au cœur de l'amélioration de la QVCT parce qu'il va favoriser ces pratiques inclusives et collaboratives. En 2025, les organisations, elles vont adopter des modèles très certainement beaucoup plus agiles, beaucoup plus décloisonnés, comme la gestion par projet, les cercles de décision, des actions qui responsabilisent et qui valorisent les équipes. Il va falloir aussi penser à un management bienveillant, axé sur l'écoute et l'inclusion, parce que c'est demandé dans les attentes des salariés et ça permet de renforcer l'engagement et la motivation.
Il va falloir encourager la diversité aussi, la co-création, parce que ça permet d'apporter des perspectives variées et on l'a vu en 2024, ça stimule également, l'innovation. Mais pour ça, il va falloir former les managers à ces approches. C'est vraiment essentiel pour créer un environnement de travail équilibré et performant. Vous parlez de bienveillance, d'environnement de travail équilibré. Ça me fait faire un lien avec les risques psychosociaux qui s'amplifient dans ce contexte de mutation rapide de mode de travail. Est-ce qu'il y a des actions préventives que les entreprises pourraient mettre en place? Alors oui, d'ailleurs, dans le livre blanc de Culture RH sur les tendances RH 2025, nous proposons plusieurs actions préventives pour lutter contre les risques psychosociaux, les RPS. Alors, parmi ces actions, je peux citer le diagnostic initial qui identifie les facteurs de risque, la promotion d'une culture organisationnelle saine, pardon. Également des actions concrètes sur l'organisation du travail, comme la prévention des conflits via des formations, des politiques claires ou sinon le travail sur le bien-être global. Je pense à des activités sportives, à des activités de relaxation. Tout ça, ça peut aider à réduire les RPS. D'accord. Alors, Adeline, nous avons évoqué la gestion des talents à travers le recrutement, la formation et à l'instant la QVCT, mais on n'a pas encore parlé de la rémunération et du tabou qu'il y a autour. Quel sera le niveau des rémunérations, des augmentations salariales? Alors, les augmentations salariales, elles devraient être moins importantes hein, en 2025. En effet, une enquête récente de Total Remuneration Survey, TRS, de Mercer, elle a révélé une tendance clé pour 2025. Les entreprises, elles adoptent une approche beaucoup plus prudente, beaucoup plus sélective en matière de rémunération et d'embauche. Les augmentations de salaire en 2025, elles devraient atteindre en moyenne 3% en France. Et en plus, la répartition va être plus ciblée. Elle va être concentrée sur les performances individuelles, la compétitivité et l'attraction de talents. Et il y aura beaucoup moins d'augmentations collectives. Sur le plan de l'emploi, les entreprises, elles vont rester prudentes. On table sur seulement 19,7% d'entreprises qui prévoient d'augmenter leur effectif contre 33,8% en 2023. D'accord. Et est-ce qu'on s'attend à d'autres enjeux autour de la rémunération? Bien sûr, il faut surtout pas oublier quelque chose de très important, c'est le nécessaire travail sur la transparence salariale. Alors, vous le savez peut-être, mais pour rappel, la directive européenne sur la transparence salariale, qui doit être transposée en France d'ici juin 2026, elle impose aux entreprises d'informer les candidats sur le salaire dès le début du recrutement et elle interdit de demander les salaires antérieurs. Les salariés peuvent aussi demander des informations sur les écarts salariaux et sur les indemnisations qui sont prévues en cas de discrimination. Alors, il va falloir s'y préparer parce que les entreprises doivent repenser dès 2025 leurs pratiques de rémunération. Il va falloir établir des grilles de salariales claires, il va falloir former les équipes RH, il va falloir former les managers, il va falloir renforcer la communication interne sur la politique salariale. Et tout ça, ça va permettre d'attirer et de retenir les talents dans un marché compétitif. Alors, si le sujet, vous intéresse plus en détail, on a déjà évoqué le thème de la transparence salariale, en novembre 2024. Donc je vous invite à écouter ou réécouter, cet épisode de Sur un air de RH sur la transparence salariale. Alors Adeline, il me semble qu'on a fait le tour des grandes tendances qui devraient occuper les RH en 2025. Mhm. On pourrait encore en parler des heures, hein, sur ces missions qui construisent le quotidien, des RH, mais je pense que cet épisode touche à sa fin. Merci Adeline pour toutes vos analyses éclairantes et votre vision expert des enjeux RH. Est-ce qu'on se retrouve l'année prochaine pour faire un nouveau bilan? Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup Adeline. Entre recrutement, gestion et management des talents, formation et j'en passe, cette année s'annonce à nouveau riche en défis pour les entreprises et plus particulièrement pour les professionnels des ressources humaines. Chaque tendance évoquée aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'impact de l'IA, de la montée en puissance des soft skills ou encore des enjeux liés à la QVCT, illustre une réalité. La fonction RH est plus que jamais au centre des équilibres stratégiques des entreprises. L'innovation technologique, la valorisation de l'humain et l'adaptabilité s'entrelacent aujourd'hui pour redéfinir les pratiques et les priorités. Beaucoup de défis donc pour nos professionnels des ressources humaines, mais derrière chaque défi émergent aussi de nombreuses opportunités. N'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez que nous abordions l'une de ces tendances plus en détail lors d'un prochain épisode de Sur un air de RH.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de RH sur le thème des avantages sociaux. D'ici là, prenez soin de vos équipes, mais aussi bien sûr, prenez soin de vous. À très vite.